Donc on se refait un petit podcast freestyle et on s'est dit que ça pouvait être pas mal. Mais objectivement, quand on est jeune, c'est le moment où il faut prendre des risques et où il faut justement essayer de gratter le plus possible de capital à droite à gauche. Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Fondamental Podcast, le podcast de finance qui se concentre sur les fondamentaux. Chez FFP, on vous parle de bourse, de finance et de business chaque lundi matin à 8h pour bien commencer la semaine. Je suis Jean de la chaîne J'invest et je suis accompagné d'Hugo de la chaîne IQ Invest. Comment tu vas Hugo, ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi, il fait une chaleur à crever ici. Je suis en train de fondre. Je sais pas s'il fait chaud à Paris, mais ici il fait 34 là. J'en peux Ah plus. ouais? Ah ouais, là il Non, fait moi 34 là. il fait une petite trentaine de degrés, mais ça va que je suis exposé au nord, mais ouais, j'ai pris un gros coup de soleil, ça doit se voir sur la tête, mais ouais, chez nous aussi ça cogne quand même. Mais 30 degrés sur Paris, c'est pas drôle les amis, moi je peux vous le dire. Ah, c'est clair. C'est clair, Bon, c'est sur ce, on clair. va parler de quoi aujourd'hui? Bah écoute, on va se faire un petit podcast freestyle. Pourquoi? Parce que en ce moment, Jean a un emploi du temps très chargé. Et du coup, on avait prévu de faire un deep dive sur Euronext. Voilà, on vous spoil un petit peu. Donc là, le prochain podcast, ce sera probablement un deep dive Euronext. Mais on n'a pas le temps en ce moment de préparer des deep dives. Donc on se refait un petit podcast freestyle et on s'est dit que ça pouvait être pas mal de faire une petite rétrospective et de se dire si on devait recommencer en bourse avec toutes les compétences et connaissances qu'on a aujourd'hui, repartir de zéro, qu'est-ce qu'on ferait? Ouais, je pense que c'était une bonne idée de podcast parce que c'est vrai, bah, comme a dit Hugo, en ce moment, je suis pas mal pris. J'ai vraiment pas le temps de travailler sur des longs sujets, surtout les deep dives, hein, c'est quand même, ça demande pas mal de temps. Donc, ce week-end, je me suis bloqué 4 bonnes heures de travail pour bien bosser le deep dive. Et à mon avis, mercredi prochain, parce que nous, on tourne le mercredi soir les podcasts, mercredi prochain, ça va tourner le deep dive de Euronext. Comme ça, j'espère qu'il vous plaira. C'est une de mes positions, donc ça va être sympa. Puis en ce moment, avec Tout à cartonne. fait. Donc, tu veux commencer à nous dire si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais, par où tu commencerais, et est-ce que tu serais lancé en bourse? Bah alors écoute, du coup, moi tu sais j'ai commencé donc début 2022 et j'avais commencé par une stratégie full ETF, je pense à peu près comme tout investisseur qui commence en bourse. Donc j'avais acheté l'ETF MSCI World et l'ETF MSCI Emerging Market. Deux ETF un peu éclatés, on va pas se mentir. Et honnêtement, je pense que ça serait le premier axe sur lequel je ne recommencerai pas du tout pareil, c'est que aujourd'hui, si je devais recommencer, je n'achèterais pas d'ETF tout simplement. Et je pense que ça vient d'une réflexion un peu plus profonde, mais il y a plusieurs choses en fait qui font qu'aujourd'hui, j'ai pas envie d'acheter des ETF. C'est que premièrement, le rendement est quand même vachement faible. Tu sais, 8% par an, sur le long terme, les intérêts composés, tout ça, ok. Certes. Mais objectivement, quand on est jeune, c'est le moment où il faut prendre des risques et où il faut justement essayer de gratter le plus possible de capital à droite à gauche. Et ça passe principalement par augmenter ses revenus et potentiellement investir, que ce soit sur un business, que ce soit sur ses compétences. D'ailleurs, c'est ce que disait Warren Buffett, hein, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est sur vos compétences. Et également, potentiellement, faire de l'immobilier, tu vois. Je pense que dans l'immobilier aussi, tu peux pas mal scaler, pas mal faire d'effets de levier. Et du coup, notamment si tu fais par exemple des opérations d'achat-revente, tu vois, du marchand de biens, pas forcément du locatif. C'est vrai que le locatif c'est complexe, on va dire, pour trouver quelque chose de rentable. Mais tu vois, tu peux tout à fait commencer par quelques opérations de marchand de biens et te dégager 20, 30, 50 000 par-ci par-là, ce qui peut être extrêmement rentable. Mais donc du coup, les ETF, pourquoi je ne le referai pas? C'est un peu pour cette raison, c'est que déjà, premièrement, c'est assez peu intéressant niveau rendement, en tout cas je trouve, quand on est jeune, et à ce niveau-là, j'aurais plutôt privilégié le stock picking. Et en plus de ça, c'est vrai que plus j'avance, plus je me dis que les ETF entraînent d'autres problèmes, tu vois, parce que aujourd'hui, c'est vrai que on arrive sur des niveaux de valorisation en bourse qui sont assez importants, hein. Je pense que tout le monde le sait. La petite correction qu'on a vécue au mois d'avril, c'était
bah, c'était rien du tout en fait. La petite correction, tu vois, on a pris quoi? On a pris moins 15%, ça a duré 2 semaines et puis après terminé, on est déjà reparti quasiment sur des plus hauts. Je suis pas sûr que les marchés américains soient aujourd'hui sur des plus hauts. De mémoire, si on regarde le S&P 500, non, il est quasiment au plus haut, mais il est pas encore sur des plus hauts. Et pareil, si tu regardes le Nasdaq, je crois qu'il n'est pas non plus au plus haut. Par contre, en Europe, on est largement sur des plus hauts et l'Europe commence aussi à être extrêmement chère. Tout commence à être survalorisé aussi en Europe. C'est assez impressionnant. On se retrouve avec des boîtes qui ont des PE complètement débiles. Et sauf, attention, il y a quand même quelques exceptions, notamment LVMH qui se fait matraquer et grosso modo un peu tout le secteur du luxe et de l'alcool qui se fait défoncer. Mais sinon, à part ça, il y a des entreprises européennes, mec, elles sont ultra chères aujourd'hui. Tu regardes par exemple SAP, tu sais l'entreprise allemande là qui fait Ouais, bien sûr, de qui logiciels. fait des logiciels. En plus, c'est des logiciels, enfin voilà, c'est des logiciels années 90, hein, c'est vraiment les trucs à l'ancienne. Purée, là, un PE de 54. Ouais, c'est absolument Purée, abusé. SAP PE de 54, c'est quand même un peu abusé. Tu vois, je pense à même Pernod Ricard, tu vois, qui s'est faite découper. Elle a pris, je sais pas, elle est passée de 200 € à 90 €. Elle a toujours 20 PE, c'est énorme pour une entreprise de cette qualité avec si peu de croissance. Donc, C'est comme, on... je te coupe rapidement, mais tu vois, vas-y. Air Liquide, 32, Ah ouais, 32 de PE pour même pas 8% de croissance par an. Tu vois, au bout d'un c'est moment. ça. Mais ça, c'est même que des entreprises européennes, comme tu as dit. Mais après, on peut même aller sur le marché américain pour trouver des opportunités. Tu vas tomber sur du Coca-Cola, du Procter Gamble avec des PE monstrueux Ah ouais, pour, Coca-Cola, tu regardes, elle a un PE de zéro 28, performance. quoi, pour zéro croissance. Mm, c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les marchés sont tellement chers et l'investissement ETF tellement répandu que tu te dis qu'en fait, il y a potentiellement, mais d'ailleurs, il y a pas mal de théories hein, sur le sujet, il y a pas mal d'investisseurs, il y a pas mal notamment aux États-Unis, mais même pas que, il y a pas mal d'investisseurs qui se disent, est-ce que ça peut pas créer un problème, tu vois? Et c'est vrai que investir entre guillemets à l'aveugle sur un ETF indiciel qui est du coup investi dans des entreprises qui sont ultra chères, ça peut être potentiellement dangereux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu fais pas justement attention à cette valorisation et, euh, et je pense qu'avec du recul, tu vois, la valorisation, en fait, c'est limite le truc le plus important en bourse. Parce que si tu achètes trop cher, en fait, t'auras une performance éclatée. Et il y a beaucoup de monde, tu vois, qui se dit est-ce qu'on va pas connaître une décennie perdue, tu vois, comme on a eu dans les années 2000, parce que en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est tu vois, les années 90, ça a été une décennie de croissance monstrueuse pour la bourse. Alors vraiment, c'est monté en ligne droite jusqu'en 2000, puis ensuite pendant 10 ans, plus rien. Pourquoi? Parce que forcément, t'as eu ensuite une normalisation. Tu vois, tu peux pas avoir une décennie avec des niveaux de valorisation monstrueux et une croissance monstrueuse, et ensuite continuer sur une deuxième décennie comme ça. Et la décennie des années 2010 a été un peu ça, c'est-à-dire qu'on a eu une croissance non-stop monstrueuse pendant 10 ans jusqu'à maintenant, et on se dit, est-ce que ça peut vraiment continuer sur les 10 prochaines années, tu vois? Donc Surtout qu'on est en train de connaître ça hein, actuellement. exactement. Quand tu regardes l'année 2022, alors 2022 encore, il y a eu une petite crise sur la tech, mais enfin juste quand tu regardes depuis le Covid, les cours de bourse ils sont en ligne droite. Ah, mais Tu c'est vois, infernal, il y a eu c'est un infernal. petit essoufflement en 2022, mais 2023 c'était exceptionnel, 2024 c'était exceptionnel. Là, il y a pas une crise de la dette aux États-Unis, mais il y a un gros problème au niveau de la dette aux États-Unis. Il y a un très très gros problème au niveau des Très dettes en très gros Europe. problème. La France, l'Italie, l'Allemagne, ça va encore, quoi qu'elle est en train de rehausser sa dette pour essayer d'améliorer sa croissance, étant donné qu'elle est en récession. Mais on se rend compte que aujourd'hui, on a une valorisation de marché qui est impressionnante pour des pays qui comment dire, pas qui survivent, mais qui sont de moins en moins safe en fait. Donc, est-ce que les valorisations sont cohérentes avec les pays, parce qu'au final, ce sont les pays qui achètent les produits, enfin, les concitoyens, qui sont les consommateurs. Donc, c'est. Tout à fait. Après, bon, Puis, ouais. les ETF, tu vois, si tu fais du DCA, tu moyennes à la baisse, enfin pas à la baisse, mais si tu moyennes, tu fais ton
ton petit DCA tranquille, on est bien d'accord que ça permet de limiter la casse. Donc, Oui, si je on suis se tape une d'accord. décennie perdue, tu vois, si on se tape une décennie perdue, ça devrait le faire. Encore faut-il avoir suffisamment de cash et pas avoir envoyé, par exemple, un gros bouquet pendant une période haussière comme par exemple 2023-2024. Parce que, par exemple, moi je donne mon exemple. J'ai envoyé pas mal d'argent en 2023-2024 sur les ETF. Donc, ok, je fais du DCA sur ETF. Sauf que j'ai acheté à des niveaux de valorisation relativement élevés, hein, Mhm. 2023-2024. Et aujourd'hui, si je commence à faire du DCA tranquillou chaque mois, même si il y a une décennie perdue, je vais être dans le négatif pendant beaucoup de temps, étant donné que le temps de moyenner pendant X mois, X années, sachant que tu as acheté la majorité de ton portefeuille euh, dans des valorisations assez hautes, bah, forcément, tu vas être en négatif. D'où l'intérêt du Ouais, stock picking. tout à fait. Et surtout, tu te dis aujourd'hui, pour un investisseur qui a 20 ans, est-ce que tu as vraiment envie de mettre tout ton cash dans des ETF qui potentiellement vont rien te rapporter pendant 10 ans, tu vois? Est-ce que à 20 ans, t'as pas des meilleures opportunités, que ce soit en bourse, mais potentiellement hors Ouais. bourse? Tu peux tout à fait à 20 ans utiliser ce cash, comme on a dit, pour faire de l'immobilier. Tu peux tout à fait à 20 ans utiliser ce cash pour monter un business. Est-ce que tu as vraiment envie de mettre tout ton cash dans des marchés hyper chers, des marchés survalorisés, qui potentiellement vont rien te rapporter pendant 10 ans, tu vois? Est-ce que c'est pas se Ouais, tirer une alors, balle dans le pied? c'est clair que de ce point de vue-là, c'est se tirer une balle dans le pied. Après, pas le gros point noir, hein, parce que ça serait trop simple sinon, mais c'est que on peut pas prévoir. Ça, c'est On peut sûr. pas prévoir, tu vois, le marché peut continuer de faire encore 4-5 millésimes monstrueux. C'est juste que, mais je vois où tu veux en venir, c'est juste que, putain, à 20 ans, franchement, si c'était à refaire, tu vois, est-ce que j'aurais envoyé autant d'argent en bourse? Je pense pas. Je pense que j'aurais fait un travail beaucoup plus consciencieux. Alors, je vais les exposer sur plusieurs points, mais tu vois, en fait, j'aurais fait un gros travail sur moi-même déjà, au niveau de la patience, juste au lieu d'essayer de tout Ouais. acheter. Genre, je me serais moins précipité. Là, vraiment, je vous fais mon mea culpa, euh, parce que j'ai énormément appris, je pense, depuis quelques mois, et surtout, en fait, depuis que j'ai repris la société, c'est que tout l'argent qui est en bourse, c'est de l'argent auquel je peux plus y toucher. En tout cas, moi, j'ai investi, et dans ma tête, c'est de l'argent oublié. C'est de l'argent qui doit travailler, et j'en suis bien conscient que euh, j'ai pas fait tout ça pour au final tout retirer aujourd'hui. Le problème, c'est que en ce moment, bon, ça va me rapporter quoi, 150 balles de dividendes par an, si je renvoie pas de l'argent dessus, bien évidemment. À l'heure actuelle, ça va me faire gagner quelques dizaines, voire centaines d'euros de dividendes. Il y aura les plus-values, euh, comment dire, qui augmentent, qui descendent, etc., enfin, qui fluctuent. Mais c'est de l'argent, donc un portefeuille de à peu près 25 000 euros. C'est un portefeuille qui aurait pu me servir à acheter un véhicule, qui aurait pu me servir d'acheter de l'outillage pour pouvoir faire des travaux plus rapidement, donc pour pouvoir facturer beaucoup plus. Autant vous dire que des factures en miroiterie-vitrerie, c'est pas des factures à 20, 30, 60, 100 euros de dividendes, hein. C'est quand même des factures plus appétissantes, entre guillemets. Et, euh, et honnêtement, dans le choix que j'ai fait aussi jeune de mettre beaucoup d'argent dans des marchés haussiers, même assez survalorisés, et même au niveau du choix de mes actions, il y a eu un problème, hein, j'en suis conscient. Bah franchement, c'était à refaire. Il y a pas mal de choses que j'aurais revues en fait. Mais tu vois, encore une fois, l'achat des ETF, c'est pas forcément quelque chose que je déconseille. Alors, c'est pas des conseils d'investissement, forcément, on n'est pas conseiller Ah non. financier, Non, évidemment. mais Euh, comme tu as dit au début de la vidéo, le plus important, c'est d'augmenter ses compétences. Et je peux très bien comprendre quelqu'un qui en a rien à faire. Il sait qu'il y a un petit billet à gratter sur la bourse. Et il le sait. Il sait que le marché sur 20 ans, c'est quasiment impossible de perdre de l'argent. Donc franchement, c'est humain. Tu as envie de mettre des petits euros dedans, des petits milliers d'euros dedans. C'est pas méchant sur toute une vie, hein. Des fois, ça représente pas grand-chose. Euh, Quitte à ne pas passer énormément de temps dessus. Donc, pour le coup, tu vois, les ETF, c'est quand même le meilleur compromis. J'ai envie de dire, si tu peux avoir 7 ou 8% par an
sans trop rien faire, hein. Un DCA par mois, c'est pas ce qui prend le plus de temps à faire. Et à côté de ça, d'améliorer vraiment ton cercle de compétences sur toi, ton domaine personnel, bah, l'artisanat ou même le développement informatique, même si aujourd'hui, les amis, c'est pas ce que je vous encourage à faire. Mais voilà, moi personnellement, je suis plutôt un fervent défenseur des ETF dans le sens où c'est quand même une machine à composer sur le long terme. Encore faut-il pouvoir tenir sur le long terme, hein, financièrement, parce que si tu commences à faire un gros bouquet de 10 000 euros, après tu fais des petites DCA de 200, allez, 500 euros. Moi, typiquement, c'est ce que j'ai fait, hein. On va dire que j'ai mis des gros bouquets de 1000, 3000, 4000 euros en, en bourse sur les ETF. Ensuite, je me suis dit, OK, avec mon salaire, je pense que je peux envoyer 500 euros de dividendes, 500 euros de DCA par mois. Bon, la vérité, c'est que là, ça fait 4-5 mois, j'ai pas envoyé un seul euro. Parce que financièrement, je peux plus. Genre, financièrement, je peux pas. Et donc, forcément, bah là, j'ai pas pu réallouer à la baisse en avril. Donc, j'ai perdu tout le petit marché baissier d'avril. J'ai perdu, bah là, toutes les phases un peu flat, hein. Ça fait quelques mois que la bourse elle fait rien. Enfin, quelques semaines que la bourse elle fait rien. J'aurais peut-être pu en profiter pour un peu essayer de réallouer à la baisse en faisant une petite dessert. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que les ETF, c'est cool. Mais si même ça, t'y penses mal, hein, un peu comme moi, bah au final, tu vas te retrouver avec une performance qui est pas forcément super alléchante. Donc, tout ça pour dire que je pense que même avant de se lancer en bourse, ayez un plan vraiment, voilà. Où est-ce que vous voulez allouer votre argent? En bourse, dans les ETF ou dans le stock picking, dans l'immobilier, dans le Bitcoin, dans, je sais pas, dans les comptes CPF, en faisant des formations sur un domaine d'activité intéressant qui peut, qui peut vous rapporter pas mal d'argent sur le long terme. Mais non, moi je suis pas, non, honnêtement, je serais vous. Enfin, moi, j'aime bien les ETF. J'aime bien les ETF, donc je vais continuer à en faire. J'attends juste de retrouver un peu d'argent. Mais je trouve ça dommage un peu de se couper de ça. C'est pas de l'argent facile, on va dire, mais ça reste quand même relativement simple à mettre en place, sans aucune vérification par mois, j'ai envie de dire. Tout le monde, c'est de l'argent facile, entre guillemets. Hmm. Ouais, tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord dans le sens où il y a pas mal de profils de personnes sur lesquelles les ETF sont tout à fait pertinents, tu vois. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, avec du recul, je vois dans mon cas personnel, si c'était à refaire, je ferais clairement pas d'ETF pour toutes les raisons que je t'ai citées. Et en plus de ça, je le vois, tu vois, au moment où j'ai acheté le gros capital que j'ai mis sur mes ETF, tu vois, c'était 2022-2023. C'est aujourd'hui mon ETF BNP Paribas S&P 500, c'est la plus grosse position de mon portefeuille, mais c'est aussi la plus vieille. Parce que c'est aussi tout le capital que j'avais gagné sur mes ETF MSCI World et Emerging Market qui sont passés dans mon ETF BNP Paribas S&P 500. Blablabla. Aujourd'hui, tu vois, j'ai sorti un petit graphique sur l'app. Tiens, tu sais quoi, je vais partager la vidéo pour montrer un peu. Je vais partager mon écran pour montrer un peu de quoi je veux parler. Pour ceux qui écoutent en podcast, je vais essayer de vous décrire la chose la plus d'une manière un peu plus parlante. Ok, tu vois mon écran? Ouais. Ok. Donc tu vois, c'est performance des actions et en gros, tu as une distribution des plus-values et tu vois donc classé par moins à plus-value les entreprises de manière assez graphique. Et en fait, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, mon ETF BNP Paribas, il est à peu près au milieu, tu vois. J'ai à peu près 13% de perf dessus, alors que c'est techniquement ma position la plus ancienne. Pourquoi? Parce que moi, j'ai commencé la DCA sur ETF, tu vois, début 2022. J'ai beaucoup de positions sur lesquelles j'ai investi après avoir commencé cette DCA par ETF, notamment, tu vois, je pense à Fortinet, Deutsche Börse, Mastercard, Visa, Microsoft, S&P Global, Hermès, Apple. Toutes ces positions-là, c'est des positions que j'ai ouvertes après. Donc techniquement, j'ai moins de durée de détention et j'ai une bien meilleure performance sur ces positions-là. Et les positions que j'ai de moins performantes vont grosso modo, à part Evolution AB, qui est vraiment un cas très particulier dans mon portefeuille, toutes les autres,
Si l'argent que j'avais mis sur les ETF, je l'avais mis, tu vois, typiquement sur du Alphabet à 90$ en 2022. Bon, bah, autant te dire que Alphabet aujourd'hui, elle serait pas ici à 10% de performance, tu vois, elle serait dans le top du panier à côté de Fortinet. Et en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, je me dis, t'as un manque à gagner monstrueux à avoir investi sur des ETF, parce que c'est du capital qui est bloqué, parce que comme toi, tu vois, moi je me dis le capital qui est en bourse, il est bloqué à vie, tu vois, enfin peut-être pas à vie, mais je n'y toucherai pas. Je sais que le capital que j'ai en bourse, il restera en bourse, et je ne compte pas revendre mes actions pour faire autre chose. Et du coup, j'ai tout ce capital immobilisé dans des ETF, qui est au final, avec du recul, un manque à gagner énorme. Parce que quand t'achètes un ETF en 2022, mais en fait, si t'achetais des opportunités, même t'acheter, tu vois, du Apple, du Microsoft, du Google, en vrai, c'est des entreprises, tu vois, qui sont évidentes. N'importe qui comprend que Apple, Google, Microsoft, c'est des entreprises qui sont exceptionnelles et qui vont faire potentiellement mieux que le marché dans les prochaines années. Pourquoi? Parce qu'elles ont une croissance monstrueuse, des marges monstrueuses, bref, on va pas revenir dessus, tu vois, mais tout ça pour dire que c'est bien d'avoir la performance du marché, certes, mais tu peux avoir beaucoup mieux. Tu peux avoir beaucoup mieux. Et personnellement, si c'était à refaire, tu vois, du coup, ce que j'aurais fait, c'est que déjà j'aurais essayé d'être beaucoup plus. Mais après, voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce qu'aujourd'hui, tu vois, on dit ça aujourd'hui avec toutes les compétences et le recul qu'on a accumulé depuis. Moi, ça fait 3 ans que je suis en bourse. Mais potentiellement, enfin en 2022, j'aurais jamais pensé comme ça, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, c'est le but de l'exercice. Si ça avait été à refaire, j'aurais gardé du cash. J'aurais clairement juste mis du cash de côté, au maximum, et j'aurais attendu des opportunités énormes, en valorisant mes entreprises correctement. Et je pense honnêtement que j'aurais aussi beaucoup moins de lignes dans mon portefeuille, tu vois. Je peux pas te dire exactement combien, mais ce qui est sûr, c'est que je sais que j'aurais pas acheté LVMH, pas acheté L'Oréal, pas acheté Dassault Systèmes, ça c'est sûr et certain. J'aurais certainement pas acheté Applied Materials au prix où on l'a acheté fin 2024, début 2025, fin 2024, et j'aurais probablement pas acheté non plus Apple au prix auquel je l'ai acheté, même si au final c'est un bon investissement parce qu'elle est montée, mais objectivement elle est quand même vachement chère par rapport à son potentiel de croissance. Donc j'aurais peut-être moins de lignes dans mon portefeuille, plus de cash, et j'aurais investi beaucoup plus gros surtout, et beaucoup plus tôt sur des entreprises décotées, notamment, moi je pense à Google à 90$, tu vois, ou même tu peux parler de Meta à, je sais pas combien elle était au plus bas, Meta Ouais, peut-être c'est ça. 100$. Ce sont des entreprises où c'est une évidence en fait. Exactement. C'est une évidence. T'as même pas besoin de faire d'analyse en fait. Juste, tu prends le métro, tu sais ce qu'il faut acheter. Tu vois, genre, quand tu vois que tu peux passer 8 heures par jour jusqu'à la fin de ta vie sur YouTube, l'algorithme, il te montrera toujours quelque chose de bien. Toute la journée, tu utilises Gmail, toute la journée, tu utilises Google Maps pour savoir quel métro, où aller, etc. Enfin, ce sont des entreprises évidentes. Tu vois, quand tu passes ta vie à scroller sur Instagram, tu utilises WhatsApp, etc. Bon, bah, j'ai envie de dire, en fait, ton analyse, elle est faite, en fait. Ce sont des entreprises qui coulent de source. Et quand tu vois des opportunités comme ça, et je crois Meta, elle était à quoi? Elle était à 10 de PE. Tu vois, 10 de PE. Google, elle devait être à une quinzaine maximum, à mon avis, je pense. Bon, bah voilà, j'ai envie de dire, Même l'analyse, elle est toute Microsoft et faite. Apple, hein, c'était pas, même Tu, Amazon, tu, putain, Amazon, elle tu, était tu, tu tellement mets, pas chère. tu vois, ça sert à rien de faire de la carotte comme enfin, comme moi j'ai fait en tout cas personnellement sur des entreprises achetées cher en fait, comme Applied Materials, qui sont bien, mais qui sont moins évidentes, alors, et qui sont clairement moins évidentes que du Google, etc. Je les faisais pas acheter au bon prix, je ne les ai pas achetés forcément. Si, je les ai achetés cher. Si, si. Après réflexion, je les ai achetés cher. Mais bref, comme tu as dit, je suis totalement d'accord avec toi, Hugo. Moi, quand j'ai commencé, donc en septembre 2023, enfin là, honnêtement, j'ai tellement appris de mes erreurs, parce que je peux vous dire qu'on apprend beaucoup plus de ses erreurs qu'autre chose, que Mais c'était à clairement, refaire. Il y aurait clairement. tout, enfin, il y aurait pas tout à changer, mais une
très très grande partie. Alors peut-être que on a beaucoup appris et on part de moins loin que d'autres qui n'ont pas forcément encore retenu la leçon, mais si c'était à refaire, il y aurait beaucoup de choses à changer. Et juste pour revenir sur ce que tu disais aussi, ton ticker ESE, là, le S&P 500 proposé par BNP Paribas sur le PEA, on te dit, ouais, t'as la performance du marché. En fait, la vérité, c'est que non, parce que si tu regardes depuis 2022, allez, on se met depuis le 1er janvier 2022, la performance a fait 30%. Toi, t'as pas 30% de performance. Non, je suis à 13. Je suis à Ouais, t'es à 13 tout 13. simplement Et en parce fait, que c'est ouais. ça, c'est ça que je vous expliquais, c'est que si tu achètes beaucoup de cet ETF à une valorisation qui est... En fait, il faut vraiment penser à, si vous voulez vraiment avoir la performance du marché, alors soit vous l'achetez en 2020 quand on était au fond du gouffre, soit il faut vraiment se cantonner à mettre la même somme, mais exactement la même somme. Et je peux vous dire que c'est très très dur parce que quand vous avez une grosse rentrée d'argent et à contrario quand vous en avez pas, bah dans le premier cas vous avez envie de mettre un plus gros apport, donc ça va déséquilibrer le fameux DCA. Et bah, quand vous n'avez pas d'argent, j'ai envie de dire, il n'y a pas de DCA, tu vois. Et, et en fait, donc toi, tu as 13-15% de performance sur cet ETF, alors que depuis 2022, il a fait plus de 30%, tu vois. Et si on prend le plus bas de 2022, le plus bas de 2022, il a fait 55% de performance. Et en fait, on se rend compte que si tu investis beaucoup d'un coup dans un ETF et après, tu investis un peu en DCA chaque mois, encore faut-il tenir le DCA, bah, tu te rends compte que tu n'auras pas forcément la performance du marché. Et en vrai, même bien au-delà, enfin bien en dessous. Bah, en fait, ouais, il y a deux choses pour le ESE. Déjà, t'as le taux de change euro-dollar qui lui flingue la performance. Ou Ouais, pas, c'est hein, clair. d'ailleurs, parce que quand ça va à l'inverse et quand l'euro se déprécie par rapport au dollar, ça augmente la performance. Donc, d'un côté, sur le long terme, ça peut potentiellement se contrebalancer. Euh, et tu as le facteur DCA, effectivement. En fait, le seul moyen d'avoir la performance du marché, c'est de faire du lump sum. Parce que si tu fais du lump sum, t'investis tout à un instant T, et si tu compares cet instant T avec le marché, techniquement, plus ou moins les frais de gestion, tu auras la performance du marché, quoi. Les frais de gestion et la tracking différence. Mais si tu fais du DCA, et c'est ça qui est assez... moi je pense que c'est une notion que je comprenais pas, tu vois, quand j'ai commencé, c'est que quand tu fais du DCA, t'as pas du tout la performance du marché. Parce que en fait, le marché, si tu pars du principe qu'il est toujours haussier, t'investis, mettons, 500 € par mois. Les premiers 100 € que tu vas mettre, les premiers 500, pardon, ça veut dire que techniquement, ça va être les plus performants. Puisque les premiers 500, c'est ceux auxquels tu auras acheté le marché le moins cher. Mais tous les 500 que tu vas mettre ensuite par la suite, ils vont venir te plomber ta perf. Parce que plus ça va, plus t'achètes le marché cher, quoi qu'il arrive. Donc en fait, t'as pas du tout la performance du marché quand tu fais du DCA sur ETF. Et je pense que c'est un peu, peut-être pas une désillusion, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte que t'as beau avoir des grosses positions ETF depuis quelques années, même si le S&P 500 il t'affiche du 30% de performance, toi tu te retrouves avec du 10% et tu te dis purée mais qu'est-ce qui se passe quoi. Mais en fait c'est ça, c'est que c'est assez contre-intuitif à comprendre, mais ta DCA en fait flingue la performance parce que si tu pars voilà du principe que le marché est toujours haussier, effectivement dans ces cas-là bah la DCA tue ta perf. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur le papier, le lump sum est toujours plus performant dans 95% des cas, ou je sais pas combien la stat exactement, mais c'est pour cette raison. C'est que techniquement, ton premier achat, ça sera le plus rentable, puisque ça sera le premier achat que tu feras là où le marché sera le moins cher. Je suis totalement d'accord. Mais ouais. Bah après, de toute façon, on va continuer, hein. Il y en a eu d'autres des erreurs, hein, vous inquiétez pas. Si c'était à Tout à refaire fait. aussi, si c'était à refaire, le choix du courtier, je pense qu'on peut en parler. Le choix du courtier, mine de rien, c'est un truc où, bah, mine de rien, c'est un sacré avantage concurrentiel, c'est que c'est un frein. Tu vois, ça, il y a des coûts de changement qui sont relativement importants parce que, en fait,
dans ta vie, tu as autre chose à faire que d'envoyer des lettres à accusé réception, etc. pour changer un courtier en bourse. Ça prend du temps, c'est la galère, ils sont injoignables, ils veulent pas te répondre, peu importe le courtier en soi, hein, ça pour le coup, je pense qu'ils sont assez forts là-dessus. Ils sont très forts pour te faire venir, mais ils sont très forts pour pas te faire partir. Euh, et par exemple, moi, donc je peux pas faire de la pub pour eux, mais donc le PEA de chez Bourse Direct est intéressant. J'ai envie de dire, t'as pas plus, t'as pas moins, ce sont des frais qui sont relativement faibles, hein. Après, le service après-vente, j'ai envie de dire, à part envoyer quelques ordres par mois, j'en ai pas forcément besoin. Par contre, par exemple, pour l'export dans l'application, c'est payant, etc. Enfin, pour ça, pour le coup, c'est une arnaque. Donc, en tout cas, pour récupérer tes données, il faut que tu payes des options qui devraient être normalement gratuites. Donc, bon, déjà, ça tique au niveau du PEA. Mais bon, ils ont des frais pas très élevés, donc il n'y a rien, il n'y a pas de red flag là-dessus. Par contre, forcément, pour une question de facilité, tu as envie de prendre un courtier unique pour et ton PEA et ton ou tes CTO différents, les comptes titres ordinaires. Et en fait, le CTO de chez Bourse Direct, il faut savoir que si tu achètes une action à l'étranger, donc on va dire que tu achètes à peu près, je crois que c'est entre 500 et 1000 euros d'une action. Si tu vas sur le marché américain, part du principe que entre 500 et 1000 dollars, du coup, t'as pas 800 actions, hein. Tu vas acheter quelques Google, un Meta, etc. C'est quand même, en numéraire, elles sont quand même assez chères les actions en Amérique. Bon, bah là, vous allez payer entre 8 et 10 euros de frais. Entre 8 et 10 euros de frais. C'est un scandale, hein. À l'achat, si vous voulez revendre, vous allez vous retaper les 8-10 euros de frais. Il y a des frais de garde aussi. Enfin, c'est archaïque. Et voilà. Donc moi, j'ai fait l'erreur parce que je voulais gagner du temps, de passer via le CTO de Bourse Direct. Et en fait, il s'avère que c'est réellement un mauvais choix. Parce que ça m'a coûté cher. J'ai fait quelques transactions en me tapant les frais exorbitants. Pour résilier, ils me demandent pas mal d'argent. Je crois que c'est à peu près une trentaine d'euros par ligne. Donc c'est vraiment exorbitant. Donc voilà, moi ce que je peux vous conseiller, si vous voulez ouvrir un PEA et un CTO, c'est peut-être une règle de base, mais moi personnellement, je ne l'ai pas forcément respecté. Si c'était à refaire, je peux vous dire que j'en ferai vraiment attention, parce que t'es un peu marié avec ton courtier, hein. Une fois que tu as ouvert ton compte, tu vas pas t'amuser à le changer tous les 4 matins. Donc mieux choisir votre courtier. Prenez pas forcément le moins cher, mais celui qui est le plus réactif. Je pense qu'honnêtement, Interactive Broker, je sais pas pour leur faire de la pub, mais c'est pas un des plus simples d'utilisation, bien au contraire, je pense. Mais en tout cas, c'est celui qui a une interface relativement complète, des données relativement complètes. Tu peux acheter à peu près toutes les actions sur Interactive Broker. Les frais sont vraiment abordables. T'as un SAV qui répond assez vite. Bon, par contre, au niveau de la mise en place, c'est pas forcément aussi intuitif que DeGiro par exemple ou Trade Republic, où là Trade Republic, tu peux le télécharger sur ta DS, tu vois, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc voilà, faites vraiment attention à votre courtier. Je pense que ça, c'est une règle de base, et si t'as à refaire, j'aurais bien plus bossé dessus. Il y a la valorisation, donc c'est à peu près comme toi, hein. J'aurais pas fait du tout toutes ces erreurs sur la valorisation des actions que j'ai achetées beaucoup trop cher. Alors les actions passées, mais même celles que j'ai actuellement, hein. Apple, je l'ai pas forcément acheté bradé, à peu près à 180 dollars. J'aurais pu bien mieux faire au niveau du prix. Après, tu as des actions, tu vois, comme United Health qui ont absolument chuté, mais ça, en soi, tu peux pas prévoir qu'elle va perdre 40% de sa valorisation en un mois. Ça, c'est impossible à prévoir. Mais tu as également des actions que Microsoft, Visa, mais en vrai, comme tu disais, tu vois, si c'était à refaire, il y aurait beaucoup, beaucoup moins de lignes en portefeuille. Parce que si tu réfléchis bien, LVMH, Visa, Microsoft, Texas Instruments, Alphabet, United Health, Apple, Applied Materials. Donc en fait, il y a quasiment toutes les valorisations de mon portefeuille toutes les actions de mon portefeuille qui ont été achetées à des valorisations moyennes, voire élevées. Et forcément, ta performance à la clé n'en sera pas super attrayante.
Et encore une fois, comme on vous l'a dit, hein, l'argent qui est placé en bourse, c'est de l'argent qui peut pas être investi ailleurs dans des projets un peu plus concrets et qui peuvent rapporter un peu plus gros tout de suite. Donc, gros travail sur la valorisation, ça c'est sûr, mais c'est très compliqué de se pencher. En fait, quand tu commences en bourse, tu as envie de tout acheter. Et Exactement. Et ça, t'as c'est le gros tellement, problème. ouais, t'as tellement ce FOMO. Vous allez l'entendre sur toutes les vidéos. Vous allez vous dire, comme moi, je me le suis dit, oh là là, je l'ai tellement entendu que je tomberai pas dedans. Et en fait, quand vous allez vous retrouver devant votre écran, tout seul, avec le bouton acheter ou vendre, si vous commencez, j'en suis quasiment sûr que vous allez tomber dedans. Et pourtant, on vous l'a dit sur FFP, on vous l'a dit sur nos chaînes perso, tous nos confrères youtubeurs en ont parlé. Le FOMO, attention, ça fait mal, mais vous allez tomber dedans. Et forcément, enfin, vraiment, si ce podcast peut vous aider, si vous venez de commencer, faites vraiment, vraiment attention. Dites-vous que chaque action que vous regardez arriveront un jour ou l'autre à un niveau de valorisation très intéressant. J'en mets ma main à couper que Meta retournera aux $300. J'en mets ma main à couper que Amazon va retomber aux 90-80. Un jour ou l'autre, quoi qu'il en soit. C'est obligé. T'es Faut juste ambitieux être pour patient. Amazon. C'est sûr. Amazon, elle a combien? Elle est à 300? Je sais même plus, je Non, la elle est à suis plus. 200. 200, Elle je a crois. 200. Il me semble, elle est Ouais, dans ces moi j'en eaux-là. suis. Ouais, 200, 214. Moi j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. C'est. La bourse, tu vois, en 2023, hein. 2023, on était. Fin 2022, début 2023, on était à $84. Et on a connu que des marchés ultra haussiers. Enfin, si tu regardes, juste, bon là, on fait un peu les geeks à regarder les cours de bourse. Entre le fin janvier et avril, et avril 2025, elle a perdu 30% en même pas quelques mois, en 3 mois. Donc, et il s'est rien passé, hein. Juste Trump, il a sorti un tableau avec des numéros qui indiquaient les taxes. Tu vois, fondamentalement, il s'est rien passé. Elle n'avait pas perdu 30% de ses fondamentaux. Donc, ça Ouais. tombe super vite. Et en fait, là, et moi, le premier, je me suis tellement dit en 2023-2024, waouh, il y a tout qui monte, il faut que j'achète, ça va jamais redescendre au niveau de 2022, ça va jamais redescendre, encore pire au niveau de 2020 et encore moins au niveau de 2008. Mais en fait, on se rend compte que avec la patience, bah oui, en fait, un PER de 35 pour Amazon sur 10 ans, ça va pas être tenable. Ça va pas être tenable. Et si tu l'achètes à un PER de 35, ça veut dire qu'il va falloir que tu attendes. Statistiquement, grosso modo, il va falloir que tu attendes 35 années de résultats nets par action pour retrouver ton prix d'achat. Tu te rends bien compte que ça fait cher payer en fait. Parce qu'elle fera pas 10%, enfin elle fera pas sa croissance qu'elle a envoyée par le passé encore pendant 35 années. Donc, mais tout ça, tu vois, c'est des choses que en fait, tu t'en fiches. Tu viens de commencer. Toi, tu veux les Max 7 en portefeuille. Tu veux du LVMH en portefeuille parce que vas-y, Bernard Arnault, c'est trop cool. Et moi, le premier, hein, je suis tombé dessus, hein. Genre, je me suis dit, oh là là, mais attends, 650 balles LVMH, c'est donné. C'est donné. Ouais, ouais, je la vérité. Mais non, mais pareil, tu vois, non, mais le cours d'LVMH, on peut en parler. On peut continuer à faire un peu les geeks, hein. On va se mettre sur 5 ans. En 5 ans, si on prend son plus bas sur 5 ans, donc en 12 juin 2020, et on va à ses plus hauts de 2023. Elle a fait 130% de performance. Quand ton cours, il fait que de monter, tu dis, oh là là, ça va jamais baisser. T'as Bernard Arnault, t'as toute la famille, t'as du skin in the game, t'as des avantages compétitifs incroyables, etc. Mais juste tout simplement, ton action, elle est survalorisée. Donc il y en a, et j'en fais partie, qui l'ont acheté bien trop cher. Alors, il y en a qui l'ont acheté même à 800, à 825 euros, t'imagines, là c'est chaud. Et elle a perdu 45% de sa valorisation depuis ses plus hauts. C'est énorme. Et Ah oui, c'est pourtant, énorme. bon, LVMH, c'est un mastodonte du luxe. Les fondamentaux, ils sont ultra solides. Il y a du skin in the game. Il y a du ROIC solide. Il y a des marges solides. La boîte, elle a tout. Mais juste,
Moi, j'en voulais tellement en portefeuille que j'ai fait abstraction de la valorisation. Et donc, je m'en suis retrouvé avec du LVMH à 680 €. Alors que si j'avais été patient, et là, je parle pas de patience si j'avais attendu 1 an, 2 ans, 3 ans. On parle de quelques mois. Et ben, si j'avais attendu quelques mois, on aurait pu la toucher à, enfin, j'aurais pu la toucher à 470 €. Allez, j'aurais peut-être acheté avant, mais j'aurais pu l'acheter vers les 500 €. 500 €, c'était un bon prix pour LVMH. Mais Et encore, ça reste 680, cher, hein. et encore, ça reste cher, bien sûr. Mais ça reste Et beaucoup encore, ça moins reste cher cher. que 650, 700 ou même 750 €. Mais bien Donc, sûr. Et ouais. le FOMO, vraiment, c'est vilain, quoi. Ça, vraiment, ça fait vraiment, vraiment mal. Moi, je te rejoins à 100% là-dessus, et je me rappelle très bien quand j'ai commencé, le FOMO, il est terrible. Il est terrible. Parce que moi, je voulais absolument du LVMH en portefeuille, mais je voulais absolument du L'Oréal en portefeuille. L'Oréal, elle était à, je crois que quand je l'ai acheté, elle était autour des 450 €, 440 €, tu vois. J'avais fait, déjà à l'époque, tu vois, j'avais pas encore de méthode de valorisation fiable. Et ça, je pense honnêtement, avec du recul, tu ne peux pas te lancer en bourse si tu sais pas valoriser une action. Honnêtement, fais pas de stock picking si tu sais pas valoriser une action, et si t'arrives pas à te dire, ok, cette action à ce prix-là, je suis confiant. Tu peux faire des erreurs quand tu commences, mais commencer sans méthode, c'est se tirer une balle dans le pied. Personnellement, c'est ce que j'ai fait, tu vois, j'avais pas vraiment de méthode fiable, mais j'avais quand même une méthode qui me permettait d'avoir des idées. Et puis il y a ça aussi, c'est que du coup, vu que je commençais, j'avais pas confiance en ma méthode. Et du coup, bah, L'Oréal, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait ma méthode de valorisation, elle était à 350, non 450. 450. Ma méthode de valorisation, elle me disait, ok, bah L'Oréal, faut que tu l'achètes 240. Je me suis dit, mais attends, 450, 240, c'est 2 fois moins cher, mais c'est impossible. Jamais, il doit y avoir une erreur dans ma méthode de valorisation, tu vois. Jamais L'Oréal retrouvera des niveaux de 240. Bon, aujourd'hui, elle fait que baisser, elle est à 370, bon, elle est un peu remontée. Aujourd'hui, attends, non mais sans déconner, L'Oréal, elle est à 31 de PE. 31 de PE, on parle d'une entreprise qui fait du 6% par an de croissance. Hein, c'est pas Amazon. C'est pas Amazon, c'est pas Google, c'est pas Meta, c'est L'Oréal. 31 de PE. C'est délirant. Et donc du coup, bah en fait, quand tu poses des chiffres, tu te dis, ok, bah L'Oréal, en fait, non, faut que je la paye 240 pour être rentable. Et c'est là où t'as le FOMO, tu te dis, bon bah tant pis, j'achète quand même si c'est trop cher. Tu te retrouves avec une position éclatée et tu perds de l'argent, en fait, tout simplement. Et bah, tout ça pour dire que si c'était à refaire, oui, en fait, le secret, je pense que c'est vraiment ça, le secret, c'est la putain de patience. Mais c'est super dur. C'est super dur parce que t'as envie de tout acheter quand tu commences. Tout. Mais, et c'est là où l'expérience te donne du recul, c'est que, bah ouais, en fait, tu t'aperçois que si t'attends un peu, toutes les entreprises arriveront tôt ou tard à un prix intéressant. Et en général, quand tu t'aperçois que le prix est intéressant et que t'achètes, bah t'as une performance monstrueuse parce que du coup, bah, l'entreprise après elle remonte. Alors là, tu prêches un convaincu. Et en fait, même pour rajouter à ton propos, vraiment, je veux insister sur la valorisation. Dites-vous que vous pouvez acheter une entreprise moyenne, voire très moyenne, mais si vous l'achetez bien, vous pourrez quand même avoir une performance très très bonne dessus. Et c'est ça en fait qui fait mal au cœur, c'est que si vous achetez du Microsoft cher, vous aurez une performance de merde. Mais vous pouvez acheter du Société Générale pas cher et avoir une performance incroyable. Pour vous dire, moi j'ai acheté Société Générale à 23 euros. 23 € aujourd'hui, elle est à 48. Forcément, je l'ai revendue, je dois la revendre à même pas 30 €. Donc, parce que je me suis dit, bon, même pas la valorisation, mais bon, c'est une banquière, qu'est-ce que je me fais chier avec une banquière en portefeuille, en plus c'est une petite position, donc ça sert à rien, en plus je comprends rien, j'aurais pas le temps de suivre, bref, je l'ai revendue. Mais je l'avais fondamentalement bien achetée, je l'avais achetée, elle était vraiment
Elle était boudée par absolument toutes les autres. Enfin, personne ne voulait avoir du Société Générale en portefeuille, donc je l'avais acheté correctement à 23 euros. Elle devait avoir un PE de 4 ou de 6, et aujourd'hui, elle se retrouve à 48 balles. Donc j'aurais eu 108% de performance, donc bon, un beau bagueur, sans compter les dividendes, hein. Sans compter les dividendes, j'aurais eu quasiment 110% de performance sur cette action en 2 ans. En 2 ans. Donc c'est vraiment là que je veux insister. Vous pouvez avoir une entreprise moyenne en portefeuille, comme Société Générale, hein, qui n'a pas forcément d'avantages compétitifs, qui n'a pas forcément une croissance exceptionnelle, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais si vous l'achetez à un niveau de valorisation correct, voire même largement décoté, vous pouvez quand même avoir une performance bien meilleure que, que, euh, bah, que des entreprises avec des avantages compétitifs ultra solides. Alors bien évidemment, le mieux c'est d'avoir le mouton à 5 pattes, donc une super société avec des avantages compétitifs très solides, et le tout acheté à une valorisation très bonne, donc décotée, hein, pour vous dire le mot exact. Mais là, pour le coup, faut être patient. Faut être même très patient. Mais là, aujourd'hui, la société, en termes de performance, qui serait la meilleure de mon portefeuille, c'est pas Microsoft, c'est pas Visa, c'est pas LVMH, ça serait Société Générale. Et ça serait du coup Société Générale, et Société Générale dans mon portefeuille, ça serait l'entreprise fondamentalement la moins bonne. Elle a pas d'avantage, enfin bref, je vais pas me répéter, elle a absolument aucun avantage. Mais vu que ça a été Ouais, bien acheté, ça a porté ses fruits. Donc résultat des comptes, valorisation encore plus important même. Parce que la valorisation, en fait, derrière ça, c'est la patience. Une fois que tu bien sais sûr. valoriser, une fois que tu sais qu'une entreprise, que pareil, tu as valorisé. Par exemple, sur l'application, tu rajoutes, enfin, tu mets 3 valeurs pour avoir ton prix. Euh, bon, si tu mets 15%, 20% de croissance, ah oui, tu vas pas l'acheter cher parce que bah forcément, le prix va calculer comme quoi t'en estimes beaucoup trop sur cette action. Donc là aussi, c'est un travail de patience et d'analyse, et tu dis, ok, bon, c'est Meta, c'est Google, c'est tout ce que tu veux, mais elle va pas t'envoyer 15% de croissance ces 5 prochaines années. Donc si vous êtes raisonnable et si vous êtes patient, bah vous allez avoir un prix juste. Et le plus dur, bah après, c'est de s'y tenir. C'est de te dire bah, que ce prix juste, tu le mets en watchlist, et tant que ça n'a pas atteint ce prix juste, bah t'y touches pas, quoi, c'est fini. C'est ça, c'est ça. Et non, mais c'est exactement ça. Tu vois, j'avais l'exemple d'un client de l'application la dernière fois. Bon, je vais pas le citer bien évidemment, mais sur son portefeuille, de mémoire, il avait, je crois, 70% de son portefeuille concentré sur une valeur totale, qu'il a acheté vraiment décoté, même pas au plus bas. Il l'a même pas acheté au plus bas, tu vois, mais il l'a bien acheté. Franchement, il l'a bien acheté. 90% de performance. C'est quoi comme boîte? 90 total. Ah, Total, ouais. 70% de son portefeuille, 90% de performance. Bah ouais. Bah ouais. Total, pourtant, c'est clairement pas une entreprise exceptionnelle. En Total, on a déjà fait un deep dive pétrolière, enfin, un deep sector. Total, pas, ok, elle est cool parce qu'elle est éligible au PEA globalement, hein, mais honnêtement, si tout le monde est honnête avec soi-même, Total, tu la compares aux autres pétrolières, elle a absolument rien d'exceptionnel. Euh, Mais voilà, le mec, il t'a fait une bien meilleure perf que moi, ce que j'ai fait sur toutes mes entreprises. C'est bien meilleur que Fortinet, d'ailleurs, par exemple. Plus de 90%, je crois qu'il avait 93 ou 94. Sur 70% de son portefeuille. Pourquoi? Parce qu'il l'a bien acheté. Tout simplement. Il l'a Et acheté puis il quand a elle mis le était paquet. décotée, au bon prix, et surtout, il a mis le paquet. C'est-à-dire qu'il a foutu 70% de son portefeuille dessus. Et en fait, Ouais. c'est ça. Et ça me fait penser à, c'était Monish Pabrai qui disait ça, bet rarely but bet big. Bet big, Monish Pabrai. Je me demande s'il a pas fait un livre qui s'appelle comme ça. Ah si, c'est ça, c'est The Dando Investing Strategy. Donc c'est ça, few bets, big bets. You only need one great investment bet. Et en fait, donc lui, donc Monish Pabrai, bon, vous le connaissez probablement, c'est un investisseur, il est indien,
d'origine, et il a pas mal de positions un peu cheloues en portefeuille, notamment il a beaucoup de charbon, des trucs comme ça, mais bref. Et lui, sa philosophie d'investissement, c'est justement ça, c'est t'attends, tu n'investis que très rarement, mais quand t'investis gros. Et c'est marrant parce qu'en fait, quand t'écoutes tous les grands investisseurs, que ce soit américains ou autres d'ailleurs, mais t'écoutes Guy Spear, il va te dire exactement la même chose. Quand j'écoutais le podcast de Guy Spear sur We Study Billionaires, globalement, le mec, il te disait, moi, je peux passer 2-3 ans sans jamais rien acheter. Pourquoi? Parce que le mec, il a sa watchlist, il a ses prix justes, ses marges de sécurité. Si ça atteint pas, il achète pas, tout simplement. Puis il garde du cash. Et plus ça va, plus je pense que c'est ça la bonne stratégie, en fait. Mais ça demande un sang-froid et une patience de fou. Parce que pareil, LVMH, tu vois, LVMH aujourd'hui, elle est à 470. Bon, personnellement, je vais recalculer un prix juste encore plus pessimiste à 460. Mais je me dis, si je veux être encore plus pessimiste, tu vois, LVMH, tu la touches à 400. Mais c'est pareil, tu te dis, mettons, tu te fixes un prix juste. T'as fait ton estimation, elle est bien, allez, 440. Tu vois LVMH, ça fait 6 mois qu'elle baisse, tu l'achètes à 470. T'as pas respecté ton prix juste. Parce que c'est super dur de se dire, ok, ça fait 6 mois qu'elle baisse, impossible qu'elle continue à baisser, donc je vais acheter maintenant. Mais en fait, non, parce que si t'es patient, s'il faut, elle va l'atteindre. Et si c'est pas LVMH qui atteint ton prix juste, bah c'est pas grave. Ça sera une autre action qui va finir par toucher ton hypothèse avec ton prix juste, ta marge de sécurité. Et là, tu sais que quand t'achètes, c'est pas 500 € qu'il faut mettre. C'est 10 000, c'est 20 000. Et là, tu fais de la performance. Ouais. Puis Parce si que tu t'as fait vois le pas boulot. Ouais. Et voilà. Puis si tu vois pas d'opportunité, tu n'achètes rien. Non. Parce que Et ça, moi c'est aussi, très très dur. moi tous les mois, oh ouais, je m'appelle et tout, vas-y, hop, j'envoie sur le PEA, hop, j'envoie sur le CTO. Et après, dans ma petite mentalité, c'était qu'est-ce que je peux acheter? Mais en fait, la vérité, c'est qu'il y avait rien à acheter. En tout cas, c'était pas visible. Il y a toujours un truc à acheter, mais je sais que je le voyais pas, tu vois. Et moi, je regardais dans mon portefeuille, ah vas-y, je vais me renforcer dessus. Ouais, mais en fait, ça sert à rien de se renfo sur quelque chose qui est arrivé à 32 PE, etc. Et je te rejoins là-dessus. Monish Pabra, il a bien raison. Tu vois, moi, je suis content. À chaque fois, je vous dis, waouh, hey, Ronext, Smarly, les gars, je l'ai acheté. Franchement, je l'ai bien acheté. Bon, la vérité, c'est que j'ai 500 balles investies dedans. Bah Donc ouais. oui, j'ai quasiment un bagger sur Euronext, donc c'est bien acheté, c'est bien valorisé, je suis content de mon analyse. C'est une très belle position de mon portefeuille en termes de performance, mais 500 balles investies, 400 balles, 400 € de gain latent. Tu fais quoi avec 400 € de gain latent et 500 € investis dedans? Tu fais rien du tout. Tu vois, ça sert à rien. Donc, si c'était à refaire, eh ben, j'aurais investi beaucoup plus. Mais encore une fois, j'aurais pas investi beaucoup plus parce que je la connaissais pas quand je l'ai achetée. Pour moi, c'était, oh là, elle est pas si chère que ça, hein, Euronext. Allez, vas-y, j'ouvre une petite position dessus. Et c'est resté une petite position. Donc maintenant, forcément, hein, je commençais à l'acheter, elle devait être vers les 70 €. Aujourd'hui, elle est quasiment 150. Ça va pas être aujourd'hui que je vais devoir l'acheter parce qu'elle est Bien devenue sûr. trop chère et que j'ai appris de mes erreurs. Mais encore une fois, si tu fais toute ton analyse bien, et là je m'en veux à moi-même, si tu fais toute ton analyse bien pour mettre 500 balles dedans, en fait, euh, euh, paye un resto à ta copine, fais-lui plaisir, etc. Tu vois, genre, te prends même pas la tête à investir 4 copecs dans une action, tu vois, et devoir la suivre tous les trimestres. C'est clair. C'est clair. C'est comme, tu sais, récemment, j'ai vendu Intuit. Parce que c'était 2% de mon portefeuille, tu vois, ça devait représenter quoi, 1000 €. Ouais, même Purée, si elle fait 4 vagues. je l'ai Ah oui. revendue, elle a pris 20%, 20% le lendemain. Un truc improbable, quoi. Je l'ai revendue à 670, pourtant, et je l'ai revendue avec une belle plus-value, hein, parce que je l'ai revendue
33%, je crois, de plus-value, je l'ai revendu. Donc, tu vois, pas dégueu. Purée, le lendemain, elle passe à $750. Bon. Ok. Mais le problème, c'est que 2% de mon portefeuille, ça aurait fait quoi? Ça aurait fait 50 balles de plus. C'est ça le problème. Oui. C'est rien. En fait, c'est ridicule. Et tu te dis, tout cet argent que t'as investi dans des ETF à la con, tout cet argent que t'as investi dans des ETF ou que t'as investi dans des positions que t'as achetées trop cher, ou dans des positions parce que vas-y, t'as voulu te diversifier, machin. Mais en fait, tout ça, c'est de l'argent que t'as pas mis là où il fallait le mettre, quand il fallait le mettre, dans des grosses opportunités. Mais c'est dur. C'est super dur, en fait. En fait, c'est super dur. Ouais, mais c'est clair. Après, de toute façon, il y a d'autres erreurs, hein. Aussi, on peut parler, si c'était à refaire, du choix de société. Bien Euh, sûr. bon, les amis, vous le savez, j'ai acheté Air Liquide. Alors, je l'avais pas si mal acheté. J'ai fait une petite performance pas mal. Je l'ai revendu, mais je l'ai gardé pas mal de temps en portefeuille. Bon, Air Liquide, pareil, je l'ai acheté. Je savais qu'il allait pas avoir de enfin, qu'il allait pas avoir de croissance. J'ai dû l'acheter vers les 25, peut-être les 20-25 de PE. Bon, voilà. Mais Air Liquide, ça m'a servi à rien. C'était une petite position de mon portefeuille. Donc ça me sert encore plus à rien. Société Générale. Alors oui, c'est cool. Là, j'aurais eu un bagger. Mais c'était 2% de mon portefeuille. Donc ça allait pas me changer drastiquement la vie. Ubisoft. J'ai eu Ubisoft en portefeuille. Aujourd'hui, elle est, par rapport à quand je l'ai acheté, j'aurais moins 80% de performance sur la ligne. Bon, Ubisoft, c'est une petite position de mon portefeuille. En fait, c'est ça. J'ai perdu un temps considérable à acheter que des petites positions. Mm. Et qui plus est, des positions moyennes, hein. Enfin, pour dire un mot encore respectueux. Parce que Ubisoft, on peut pas dire que c'est une entreprise moyenne. Euh, tu passes ton temps, si tu passes ton temps à analyser nos entreprises pour mettre 500 € dedans, honnêtement, achète des ETF. Ou achète rien, tu vois. Genre, continue de te former et quand tu seras ready, bah là, tu mets le paquet. Mais à faire comme j'ai fait, un peu, allez, 300 balles sur Société Générale, 400 € sur Ubisoft. J'ai eu du ABC arbitrage. Tu vois, à partir de là, je pense que je me suis remis en question. Quand j'ai préparé le podcast, je me suis dit, mais attends, mais oui, c'est vrai, tu as eu du ABC arbitrage en portefeuille. Une entreprise dont le business model est juste incompréhensible à comprendre, tu vois. Et c'est la première position que j'ai, en plus, pour anecdote, ABC arbitrage, c'est la première société que j'ai achetée. C'est la toute première action que j'ai achetée. Et c'est en gros un fonds d'investissement qui a des super calculateurs qui trouvent des qui en fait c'est ABC Arbitrage, c'est un méga robot trading qui trouve des anomalies de marché. Ils doivent passer peut-être je sais pas 100 000 300 000 ordres par jour et ils gagnent avec le delta, tu vois, des anomalies de secteur. Bon là je vous ai expliqué très rapidement leur business model, hein. En gros c'est un robot trading. Vous vous en doutez bien que quand je l'ai acheté, je pipais rien du tout à son business model. Mais rien du tout. Et je l'ai eu en portefeuille, tu vois. Donc, honnêtement, si c'était à refaire, le choix des sociétés. Bien sûr. Mais Franchement, hein, là, aujourd'hui, j'aurais 3 sociétés en portefeuille, pas plus. ouais, c'est fort possible. Et tu vois, tu prends Air Liquide. Air Liquide, bon, aujourd'hui 32 de PE. Enfin, faut être fou. En fait, faut être fou aujourd'hui pour acheter du. Non mais, faut être complètement taré pour acheter du Air Liquide aujourd'hui, tu vois. 32 de Ouais. PE pour une entreprise qui te fait du 8% par an de croissance. Non, faut être taré. C'est cher Mais payé. Air Liquide à 10 de PE ou 15 de PE, ouais, pourquoi pas. Bien sûr. Mais je t'ai dit, tu peux acheter des entreprises moyennes et avoir une performance de fou. Ouais. Ah, juste si t'as pas fait le compte sur la valo, quoi. Mm. Mais c'est dur. Mais voilà, ouais, tout ça pour dire que, mais pareil, tu vois, les mois, enfin les moments où t'as pas d'opportunité sur le marché, tu peux même pas acheter un ETF, parce que tu vois, moi au départ je me disais ça, je me disais, ok, mais quand les mois où je vois des opportunités, j'achète des actions, les mois où il y a rien, j'achète des ETF. Mais le problème c'est que si tu fais ça
mais t'as plus de cash quand t'as des opportunités pour acheter des actions, tu vois. C'est ça le gros problème. Il faut savoir garder du cash, être patient et investir gros. En fait, c'est dur, mais c'est ce que font à peu près tous les grands investisseurs en fait. Et c'est ça, tu t'analyses tes sociétés, t'estimes qu'elle a un avantage compétitif, t'estimes qu'elle a un business model intéressant, tu la mets en watchlist, tu fais ta valo, tu calcules ton prix juste, t'as une marge de sécurité, si elle n'est pas respectée, t'attends. Tout simplement. Ouais, bah ouais. Parce que faut partir du principe que mais tu vois, c'est fou quand même de réfléchir comme ça. Mais des fois, je me dis, mais genre, je suis vraiment fou. Euh, il y a des mois, je me suis dit, oh, il y a rien sur le marché, je vais acheter un ETF. Bon, la vérité, c'est qu'en fait, j'achète pas du Google en direct pour l'acheter en synthétique sur le ETF. Hein. Tu vois, j'achète pas du Meta, j'achète pas du Microsoft parce que bon, j'ai pas des lignes ultra exotiques. Donc grosso modo, j'ai des boîtes assez solides qui sont dans le S&P 500. Putain, je les renforce pas directement, donc via des actions, mais indirectement, je les achète tout autant chaque mois via l'ETF. Donc honnêtement, Puis tu les achètes tout aussi cher. tu les achètes tout aussi cher. Ah, juste la pondération est moins élevée, mais tu achètes tout le bouquet pour plus cher, tout simplement. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, on en a fini avec cette longue tirade, mais je pense que ce sont des leçons importantes à tirer de tout ça. Mais voilà, le mot de la fin, c'est vraiment la patience. Je pense que la patience en bourse, c'est ce qui fait absolument tout. Mais du coup, dites-nous en commentaire, vous, si sur votre parcours d'investisseur, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment ou peut-être pas d'ailleurs. Hein, peut-être que vous avez 3 lignes en portefeuille et que vous avez fait des masterclass à chaque fois. Je sais pas, peut-être que vous avez du Total, du Meta, du Alphabet à $90 et que vous avez une performance de fou. Dans ces cas-là, bravo à vous. Mais si ce n'est pas le cas, bah, dites-nous qu'est-ce que vous feriez différemment. Et puis voilà. Et bah sur ce, bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Bah, n'oubliez pas de liker et bah, on se donne rendez-vous tous les lundis matins à 8h comme d'habitude pour le prochain épisode. Prenez soin de vous et prenez soin de vos finances. Salut Hugo, salut à tous. Ciao ciao. Ciao.